Bonjour, je m'appelle Bruno Claret et je viens vous présenter le livre Un fantôme dans le placard. Donc j'ai pas préparé mon interview, mais j'utilise l'exemple de questions qu'on nous propose sur le site Le Découvreur de livres. Donc, peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Eh bien, ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Bruno Claret. J'ai 52 ans au moment où je fais la vidéo. J'espère que j'en fais moins. Non, je plaisante évidemment. J'ai écrit à peu près une petite cinquantaine de livres depuis que je fais ça. Quel a été mon parcours avant de devenir auteur? Ben, pas grand-chose parce que j'ai commencé très tôt. J'écris, je dessine depuis l'âge de 7 ans. J'ai fait ma première bande dessinée à 7 ans, il y avait une quinzaine de pages. C'était évidemment inspiré de grands auteurs que je lisais à l'époque, Maurice, Goscinny, et évidemment Hergé, donc Tintin, Lucky Luke. Et, euh, et depuis, j'ai écrit beaucoup. J'ai notamment été dessinateur et scénariste de bande dessinée pour toute la série Tungsten. Et puis scénariste pour les Ardéchois, que j'ai fait en collaboration avec mon collègue Ben Loche. Et puis après, j'ai fait pas mal de romans jeunesse. J'ai même fait quelques essais euh, pluridisciplinaires, on va dire. Voilà. Ensuite, l'écriture et le processus créatif. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? Et ben en fait, ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est de plonger dans des univers et surtout de créer des univers dans lesquels j'aimerais bien être. Voilà, c'est véritablement ça qui m'a donné l'envie d'écrire. C'est pour pouvoir euh, me réfugier ou vivre des aventures que je ne pourrais pas vivre ailleurs. Et donc, comme je ne les retrouvais pas forcément dans ce que je pouvais lire à côté, j'ai créé mes propres mondes. Ou alors, c'est parce que c'était des mondes que j'aimais bien chez les autres, et je me disais, tiens, c'est dommage quand même, ça s'arrête là, j'aimerais bien être dans un monde comme celui-là, mais en le modifiant un petit peu, en étant plus par rapport à ce que j'aime moi. Voilà, pourquoi est-ce qui me donne l'envie d'écrire? Comment te vient l'inspiration? As-tu des rituels d'écriture? Tout dépend en fait des livres que je vais écrire. J'ai pas de rituel d'écriture, ça c'est sûr que non. Comment me vient l'inspiration? Soit je cherche, comme par exemple pour les bandes dessinées Tungsten. J'avais envie de faire de la bande dessinée depuis très longtemps. J'avais fait des tas de petits tests, comme je vous l'avais dit, depuis l'âge de 7 ans. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui n'a pas déjà été fait? Parce qu'il y avait beaucoup de choses de faites. Et donc j'ai cherché comme ça, et puis j'ai trouvé tout ce milieu-là. Et après, pour les autres livres, ben ça dépend. Ça dépend vraiment de chaque livre, en fait. J'ai pas de choses plus ou moins définies qui vont faire que je vais écrire un livre ou un autre, mais c'est tout à coup une envie qui me vient comme ça, et où je me dis, tiens, j'ai envie de faire ça. Voilà. Et donc pour le fantôme dans le placard, j'avais envie d'écrire une comédie romantique depuis un moment, mais je savais pas trop quelle forme elle allait prendre. Et puis j'ai regardé toute la série Bridgerton, que j'ai beaucoup aimé, les chroniques de Bridgerton. Et ça a été un déclic et où je me suis dit, ça y est, là, je me lance et je le fais. Et je vais faire ça sous une sous une forme de feuilleton. En fait, tout est venu aussi, encore une fois, comme pour Kikiwi et pour les Plipluf, de l'espéranto. L'espéranto, cette langue internationale qui est hyper facile à apprendre, où on a les bases à peu près en 9 heures, on a un niveau A1 qui est l'équivalent de ce que la plupart des élèves sortent avec comme niveau d'anglais quand ils sortent du collège en troisième. Donc là, on peut le faire en 9 heures, donc c'est quand même quelque chose d'ultra rapide. Et comme j'ai envie de participer à cette langue en offrant beaucoup de contenu,
donc notamment littéraire, puisque ben, moi je fais plus dans ça. Je me suis dit que j'allais sortir des feuilletons. Vous savez, les feuilletons comme au 18e, où on sortait des petits morceaux et petit à petit, et à la fin, on se retrouvait avec un livre de 1500 pages. Et ben là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas remettre au goût du jour le feuilleton comme on le faisait avant, mais sous une forme plus moderne. C'est-à-dire, en gros, bah, une série Netflix, quoi, mais une série Netflix ou Amazon, mais sur papier et en littérature. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire un fantôme dans le placard sous ce format-là. J'écris des épisodes, donc la série est prévue sur 3 saisons de 12 épisodes chacune, donc ça fait 36 livres au total. Et ces 36 livres, bah, ils sont faits comme une série Netflix. Donc je fais un épisode, je le sors, il fait à peu près dans les 110 à 130 pages, hein, c'est suivant ce qui se passe dans cet épisode-là. Et après, bah, petit à petit, je crée la série en totalité comme ça. Voilà. On va quand même revenir sur le processus d'écriture, hein, parce que là, j'étais en train déjà de vous parler du fantôme dans le placard. Préfères-tu écrire de manière spontanée ou planifier toute l'histoire? Bah là, sur un fantôme dans le placard, c'est clair que j'ai été obligé de planifier véritablement. C'est-à-dire que la plupart de mes autres livres, j'écris comme ça. C'est-à-dire, j'écris, il se passe quelque chose, et je me dis, waouh, mais qu'est-ce qui se passe après? Là, pour un fantôme dans le placard, c'est vraiment différent. Ça s'apparente beaucoup plus à tout ce que j'ai pu apprendre dans la bande dessinée, où la bande dessinée, c'est vraiment quelque chose de très structuré. On ne peut absolument pas y aller au hasard, hein, puisqu'on a 44 planches qu'il faut bien cadrer, donc avec un certain nombre d'images par planche, et 44 planches d'origine, parce que à l'époque, ben, c'était sur des rotatives où c'était des multiples de 12, donc 44 planches plus deux planches techniques, et c'est ce qui faisait 46 au total. Et donc on était obligé de très structurer. Et là, sur un fantôme dans le placard, c'est pareil. On peut pas y aller au hasard sur 3 saisons et 36 épisodes, 36 livres. C'est pas possible du tout. On est obligé de structurer tout ça vraiment. C'est écrit comme du papier à musique, quoi. On n'a pas vraiment le choix. Après, je me laisse quand même une certaine liberté dans tout ça pour pouvoir mettre et quand même le vivre, parce que moi, quand j'écris, j'aime ce processus où je vois l'histoire se dérouler sous mes yeux. Donc je sais quand même tout ce qui va se passer, toute la trame est calculée, planifiée, mais par contre, ce qui se passe véritablement à l'intérieur peut changer aussi dans certaines choses. Ensuite, quelles sont tes influences littéraires ou artistiques? Littéraire, artistique, j'ai beaucoup de romans jeunesse, beaucoup de bandes dessinées aussi. D'ailleurs, vous pouvez le voir derrière moi. J'aime beaucoup la bande dessinée. Et donc, ça fait partie vraiment de mes grosses influences. Et après, j'ai fait pas mal de littérature jeunesse dans le fantastique. Et je suis inspiré beaucoup de ces mondes comme Harry Potter, La Quête des Willan, 16 Lunes, et toute la série aussi avec les vampires, là, mince. Euh, j'ai bouffé le nom. C'est quand même un truc de dingue, hein. Vous savez, il y a euh, New Moon et tout ça là, de Stéphanie Meyer. Bon, bref. C'est pas grave, vous voyez de quoi je veux parler avec Bella, Edouard et tout ça. Euh, Sinon, quelles sont mes autres inspirations? J'ai lu un peu de tout, hein, évidemment, hein, des classiques de Molière à Zola, toutes ces choses-là, évidemment. Mais j'aime bien aussi quand même des choses beaucoup plus modernes, hein. Moi, ça ne me dérange absolument pas de lire du Marc Lévy ou du Gilles Gardinier, par exemple, que j'aime beaucoup dans son humour. J'aime beaucoup aussi Musso. Alors, il y en a certains qui vont me dire oui, c'est du roman de gare et des choses comme ça. Oui, et alors?
c'est peut-être des romans de gare, c'est pas peut-être du Proust, mais et alors, n'empêche qu'ils ont vendu plus que Proust, autant l'un que l'autre. Donc s'ils ont vendu, c'est que ça plaît aux gens, et je pense que ça serait une grave erreur de mépriser tous ceux qui peuvent lire ce genre de roman. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas, et j'aime bien de temps en temps en lire aussi. Ensuite, alors, où écris-tu généralement? As-tu un endroit préféré? À quoi ressemble une journée d'écriture pour toi? Écris-tu plutôt le matin, le soir ou lorsque l'inspiration arrive? Alors moi, c'est très simple. L'écriture, c'est pas mon métier parce que l'auto-édition, c'est difficile. Et puis que de toute façon, avec 75 000 livres qui sortent par an, c'est évident qu'il doit y en avoir au moins 74 900 qui en vivent pas, et je parle que des sorties en France. Donc moi j'ai un autre métier que j'aime beaucoup à côté, qui est enseignant de la conduite. Et donc du coup, ben, quand j'écris entre les élèves, j'écris avant d'avoir les élèves, après avoir eu les élèves. Donc j'écris vraiment en grappillant des minutes petit à petit tout au long de la journée, quoi. Je peux pas me poser et me dire j'écris pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est rarement faisable, à part les week-ends. Mais les week-ends, j'ai une famille, hein, donc je le consacre aussi quand même à rester avec ma famille. Enfin, les week-ends, j'ai des week-ends d'un jour et demi, hein. Mais bon, je fais quand même avec ça. Donc, je peux pas passer tout le temps mon temps à écrire, et donc j'écris quand je peux. Et donc, c'est pour ça que j'écris le plus vite possible pour pouvoir en faire un maximum quand même. Voilà. Euh, Pourquoi avoir choisi ce titre, Un fantôme dans le placard? Alors, Un fantôme dans le placard, j'ai choisi ce titre parce que, comme vous l'imaginez bien, ça parle d'un fantôme. Et puis, pour toute la connotation qu'il y a derrière, parce que on dit souvent qu'on traîne un cadavre dans le placard et que tout le monde a quelque part un fantôme dans le placard et des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là. Ensuite, alors, peux-tu nous présenter ton livre en quelques phrases? Eh ben, oui, je peux. Non, mais je vais le faire, évidemment. Donc, Un fantôme dans le placard, c'est l'histoire d'une jeune sexothérapeute qui a à peu près la trentaine, un petit peu moins, et qui est un peu chamboulée dans sa vie à un moment. Elle se rend compte que son copain de l'époque se fout bien de sa figure. Il est marié, il a des enfants, et lui, ça fait 9 mois qu'il vit avec elle, en lui faisant croire que c'est la femme de sa vie. Donc le choc est un peu raide pour quelqu'un qui est sexothérapeute et conseillère conjugale et familiale, de se rendre compte que les cordonniers sont les plus mal chaussés, quoi, on dira. Voilà, et donc évidemment, pour se remettre de sa rupture, elle va aller dans une brocante avec une de ses amies, et là elle va tomber sur une armoire, et à l'intérieur de l'armoire, un journal intime d'un vicomte du 18e, non 19e siècle, donc 1885, si je me rappelle bien. Bah oui, j'ai oublié la date. Mais c'est pas très grave, vous la retrouverez facilement dans le livre si vous voulez le lire. Est-ce que je vous conseille? Moi, je le trouve très sympa, mais après, vous verrez bien par vous-même. Voilà, et donc, au départ, elle va découvrir que il y a un fantôme accroché à ce journal, et c'est comme ça que part toute l'histoire, puisque finalement, quelque part, euh, elle va se rendre compte que les sentiments peuvent naître avec des personnalités qui ne sont pas forcément vivantes. Voilà, c'est-à-dire elle va développer un sentiment amoureux pour cette personne-là, puisque finalement, c'est un peu une communication d'âme à âme, le principe un peu des, des âmes sœurs. Voilà. Et la grande question, c'est finalement, est-ce qu'il vaut mieux vivre avec des vivants imparfaits ou aimer quelqu'un qui est mort? Voilà, et c'est évidemment cette question principale qui se développe
sur les 3 saisons, avec bien évidemment plein de rebondissements, de choix à faire à des moments, qui, quoi, quand, où, c'est pas si simple que ça. Voilà. Quelle est la jeunesse de l'histoire? Ben, j'en ai parlé. Quel message ou émotion aimerais-tu transmettre à tes lecteurs? Alors, là, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais c'est quand même un message qui a tendance plutôt féministe et donc du coup totalement anti-dark romance parce que je suis pas dans le wokisme du tout, mais je pense que l'objectivisation des femmes et, euh, et surtout la dark romance peut faire beaucoup de mal aux jeunes femmes en construction. De mon côté, moi j'ai été surveillant pendant 10 ans en collège. Et donc les jeunes, je les connais bien. Là maintenant, je suis encore enseignant de la conduite, donc je connais bien les jeunes, on va dire de 12 ans jusqu'à 18 ans. Ils sont en pleine construction. Et la dark romance avec euh, le mec pas gentil, méchant, violent, qui humilie, qui insulte sa copine et c'est normal parce que oh mon dieu c'est trop romantique le mec qui fait ça et que la fille se retrouve en pleurs, c'est trop romantique. Non, c'est pas trop romantique, c'est pas amusant du tout et normaliser cette vision du couple euh, chez les jeunes ou chez les moins jeunes, c'est pas quelque chose que je souhaite. C'est pas cette éducation-là que j'aime donner à mon fils ni à mes filles. Et je pense que vraiment, là, s'il y a un message que j'ai envie de passer, c'est celui-là, c'est non, la dark romance, moi, c'est de l'anti-dark romance. C'est-à-dire qu'un fantôme dans le placard, c'est pas une lutte contre la masculinité. Bien au contraire, je pense que on est égaux véritablement en termes de personnalité et que la femme n'a pas à faire la guerre à l'homme et l'homme n'a pas à faire la guerre à la femme et qu'il n'y en a pas un des deux qui est supérieur à l'autre. Et voilà vraiment le message que j'aimerais porter avec cette série de livres-là. C'est ce respect qu'on doit avoir les uns pour les autres et que on peut être féministe sans faire la guerre aux hommes. C'est pas une lutte de l'un contre l'autre. Voilà. Alors, y a-t-il un personnage qui te ressemble particulièrement? Honnêtement, tous, forcément, à peu près. Parce que, pourquoi? Bah parce que comme dans chaque fois que j'écris, on écrit ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, il y a toujours une part de moi dans mes personnages, évidemment. Donc, y en a-t-il un qui me ressemble particulièrement? On y met toujours un peu de soi, mais on y met aussi de ce qu'on connaît. Donc, enfin, ils sont pas que propres à moi, quoi. Quelle a été la plus grande difficulté lors de l'écriture? Tout le travail préparatoire. C'est-à-dire prendre la totalité des 36 livres qui vont arriver, créer à chaque fois un arc narratif qui soit en poupée gigogne. C'est-à-dire que euh, la totalité des 36, des 36 livres, donc des 3 saisons, a son propre arc narratif. Chaque saison a son propre arc narratif et s'inscrit dans une courbe d'intensité dramatique. Et donc, toutes ces courbes d'intensité dramatique, puisque chaque livre, c'est-à-dire chaque épisode, a aussi sa courbe d'intensité dramatique. Chaque personnage a son arc narratif propre d'évolution. Et tout ça imbriqué de façon gigogne, ça a quand même été quelque chose de difficile. C'est un exercice que je n'avais jamais fait jusque-là, puisque j'avais toujours fait des tomes à l'unité, ou même quand ils suivaient, on pouvait en lire un plus facilement. Enfin, c'était pas un travail aussi complexe que ça, et même en faisant de la bande dessinée, on le fait sur 44 pages. Et là, c'est vraiment un travail d'ampleur qui a été assez conséquent et difficile à faire.
Quel passage de ton livre préfères-tu personnellement? J'en ai pas vraiment là qui me viennent. Surtout que en plus, c'est la série complète hein, de Un fantôme dans le placard que je présente avec cette vidéo. Donc je vais pas faire une vidéo à chaque épisode, évidemment, parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Enfin, on verra. En tout cas, là, pour l'instant, c'est cette vidéo-là que je mets pour le tome 1. Et puis peut-être les autres après, vous verrez bien ce que j'ai mis dedans. Donc non, il n'y a pas de passage particulier que j'aime bien. Il y a des moments que j'aime plus que d'autres, mais pas un qui ressort plus particulièrement. Et si je devais résumer mon livre en une phrase, bah, Eva, sexothérapeute dont la vie est pas si simple que ça, se pose la question de savoir s'il vaut mieux aimer quelqu'un qui est mort ou euh, aimer quelqu'un qui est vivant. Oui, bon, c'est pas très bien résumé, hein, mais qu'aimerais-tu que le lecteur ressente en refermant le livre? Euh, du bonheur. Du bonheur en se disant waouh, c'était chouette, c'était cool, j'ai passé un bon moment. Et si ton livre devait laisser une seule émotion, bah pareil, le bonheur et la joie de se dire wow, c'était cool, j'ai vraiment aimé, j'aimais bien cet univers-là, j'étais bien dedans et ce qui s'y passait m'a fait plaisir et je suis rentré dans un monde où on n'est pas forcément dans un monde de guerre, de violence et de choses comme ça, mais au contraire, un monde où l'amour est au-dessus des choses. L'édition et la publication. As-tu choisi l'auto-édition ou une maison d'édition? Pourquoi? Eh ben l'auto-édition, hein, comme d'habitude, puisque je suis auto-éditeur depuis 1996, donc 30 ans au moment où je fais cette vidéo-là. Pourquoi? Bah parce que comme ça j'écris ce que je veux comme je veux, puisque de toute façon on est très difficilement édité par un éditeur, puisque bah, l'éditeur lui se doit d'investir dans quelque chose qu'il est sûr qu'il va pouvoir vendre, entre parenthèses encore, hein. Mais bon c'est un autre débat, hein. J'ai rien contre les éditeurs, mais moi j'ai aussi ma vision des choses, ma vision de mon livre, et j'ai pas forcément envie de me frotter à un éditeur qui va me dire non, ça moi je le mets pas, ça je le mets pas, ça je le mets pas parce que c'est trop, parce que ça c'est pas assez. Euh, j'ai envie d'écrire des livres où je suis libre de l'écrire comme je le veux euh, et de le présenter comme je le veux aussi. Et là, Un fantôme dans le placard, c'est quand même un livre qui est réservé à normalement plus de 16 ans, parce que dedans, bah, il y a des passages de sexualité. Hein, Eva est sexothérapeute. J'ai moi-même aussi une formation de sexothérapeute et de conseiller conjugal et familial, entre autres. Euh, et donc, du coup, c'est vrai que je me sers aussi de cette expérience-là pour pouvoir l'écrire. Et puis, c'est comme dans la série Bridgerton, quoi. C'est-à-dire que il y a de la sexualité qui est pas pornographique, mais qui est quand même assez explicite et ça passerait pas forcément chez tous les éditeurs. Et le langage qu'utilisent mes personnages, des fois, ou ce que je dis, la façon dont je le dis, serait sûrement beaucoup plus lissé pour un éditeur. Et c'est cette liberté-là que me permet d'avoir l'auto-édition, justement. Quel conseil donnerais-tu à un auteur qui voudrait publier son premier livre? Eh ben, ce que je lui conseillerais surtout, c'est d'écrire par envie, d'écrire ce qui lui plaît, mais quand même en pensant aussi à ses lecteurs et à ce que ses lecteurs ont envie de lire, parce que c'est bien beau de se dire ah oui, mais moi, ma vie, attention, j'ai rien contre tous ceux qui écrivent des autobiographies, hein, mais il y en a beaucoup qui écrivent des autobiographies, on se dit mais en fait, enfin, ça intéresse qui? Donc, je dirais quand même un jeune auteur écrit quand même des livres que tu as envie d'écrire, mais que les autres ont aussi envie de lire, parce que sinon, bah, effectivement, tu as écrit ton livre, mais il n'y en a pas beaucoup qui vont le lire, quoi. Comment as-tu travaillé la couverture et la mise en page? La mise en page, moi j'utilise, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos pour présenter d'autres livres,
le système, l'environnement Google, donc Google Doc, pour pouvoir travailler de chez moi d'ailleurs et n'importe quand, parce que c'est très pratique. Très pratique aussi pour travailler en collaboration, s'il y a quelqu'un qui te corrige. Euh, et donc le travail de la couverture, ben, j'ai de la chance d'être aussi graphiste, puisque ça fait aussi partie de ce que je sais faire. Donc j'ai utilisé à la fois de l'IA et du graphisme que je fais moi-même. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre l'IA en disant que c'est du pillage artistique. Et ben je ne suis pas d'accord avec vous, donc là je vais peut-être pas me faire que des amis non plus, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Pourtant je fais de la bande dessinée aussi, donc je dessine. Mais je suis désolé de le dire, hein, c'est un autre débat, mais quand même, je tiens à le dire. Les IA s'inspirent effectivement des autres, mais moi je suis désolé, quand j'ai appris à dessiner, je n'ai pas appris tout seul en me disant tiens, je vais faire un trait comme ça, je regarde ce que ça donne. Non, j'ai appris en m'inspirant des autres, j'ai appris en regardant les autres, et c'est pareil pour écrire. J'ai appris d'abord avec ce qu'on m'a appris à l'école, et puis j'ai appris aussi en lisant les autres. Et, euh, et donc après reprocher à l'IA de se servir de ce qu'elle a appris des autres en disant c'est du pillage artistique, mais alors dans ce cas-là, si on enlève tous ceux qui se sont inspirés des autres, ben, il n'y a plus rien. Hein, hein. Même Molière, vous pouvez le virer, hein, puisqu'il s'est quand même sacrément inspiré, pour pas dire que c'est quasiment du plagiat d'un auteur antique bien connu. Hein. Pareil pour La Fontaine hein, non, aussi. Donc je pense que ça viendrait à personne à l'idée de remettre en question pourtant leur talent aussi. Et enfin tout ça pour dire que j'utilise l'IA effectivement pour faire mes couvertures, parce que d'abord j'aime bien ce que ça donne, et que pour moi l'IA c'est comme une pelle mécanique. Donc pour creuser une piscine, on peut creuser une piscine à la main avec une pelle et une pioche, ou on peut utiliser une pelle mécanique. Et ben pour moi l'IA c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre une pelle mécanique et on va travailler bien plus vite avec. D'ailleurs, moi, je fais passer mes livres à la correction par l'IA. Je lui demande de me corriger les fautes d'orthographe parce que ben, je fais partie des auteurs qui sont dysorthographiques. Alors, me demander à moi de ne pas faire de fautes d'orthographe, c'est un peu comme demander à un paraplégique d'aller faire un 100 mètres. Donc, ça plaît pas beaucoup aux gens quand je fais des fautes d'orthographe. Mais ben, voilà, ben, c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Donc, il me faut forcément quelqu'un pour me corriger. Et c'est vrai que les IA font un boulot formidable à ce niveau-là. Donc je travaille aussi avec de l'IA pour corriger mes livres. Et, euh, et c'est aussi l'IA qui va me dire ah attention là t'as fait des fautes là tiens cette formulation t'es sûr que tu devrais pas la changer et voir ça autrement. Ben oui parce que je trouve ça beaucoup plus pratique parce que ça va beaucoup plus vite. On gagne énormément de temps parce que là où nous, on va relire, et on va louper 50 fois la phrase qui est bancale ou la faute d'orthographe qu'on n'a pas vue, et ben l'IA va la déceler assez rapidement. Voilà. Ensuite, quel défi as-tu rencontré pour promouvoir ton livre? Eh ben, les défis habituels de tout auteur auto-édité ou de tout petit auteur qui passe par des petites maisons d'édition, c'est-à-dire que ben, on n'est pas accepté dans les foires du livre ou les forums, on n'est pas accepté pour faire des dédicaces dans les librairies ou des choses comme ça. Ou si on est accepté, bah, ça va nous coûter plus cher que ce que ça va nous rapporter, bah, parce que nous, on est des petits auteurs, donc on n'a pas de défraiement, hein, on ne nous fait pas venir. C'est nous qui demandons à y aller, et quand on a la chance d'être accepté, bah, il faut qu'on paye notre hébergement, notre nourriture et nos déplacements. Alors que les grands auteurs, bah, non seulement on leur paye leur déplacement, leur nourriture et l'hébergement, donc c'est tout bénef pour eux, alors que nous, pas du tout, c'est tout le contraire. Et c'est pour ça que euh, bah, les difficultés sont celles-ci. Difficile de pouvoir se faire voir, difficile de pouvoir montrer son livre au milieu des 75 000 qui sortent par an, surtout que c'est par an, hein, donc je vous laisse imaginer tout ce que ça fait en plusieurs années. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé ce site, le Découvreur de livres, pour que tout le monde puisse euh, avoir la même chance que les autres d'être
mis en avant, puisque c'est pas un algorithme qui va choisir à la place du lecteur et par rapport à ce qu'il aime, c'est des livres qui sont tirés au hasard, donc totalement au hasard, donc tout le monde a exactement la même chance, et c'est ça que je voulais mettre en avant, différemment justement des autres plateformes, ou comme Wattpad, où je publie aussi sur Wattpad et Inkit, aussi pour avoir des lecteurs qui puissent lire gratuitement, parce que les livres, ça coûte cher, que tout le monde n'a pas forcément l'argent pour se payer des livres. Et c'est pour ça aussi que je fais la promotion des livres sur le découvreur de livres avec l'extrait obligatoire, parce que c'est issu du système shareware, puisque j'aime beaucoup l'informatique et je suis aussi issu de ce milieu-là, puisque j'ai un bac+4 en développeur front-end et back-end sur le web. Et donc je m'inspire du système shareware, c'est-à-dire on utilise le logiciel à un certain moment, et puis après on paye s'il nous plaît. Bon, ça c'était un modèle économique d'une certaine époque. Ben, je me fais pas tout jeune, hein, c'est pour ça que je connais aussi bien ce modèle-là. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas l'adapter au livre et se dire, eh ben, on fait découvrir le livre, on met un extrait, et comme ça, on peut lire le livre, et s'il nous plaît, on l'achète, quoi. Parce que, oui, je suis désolé, il y en a certains qui vont pas aimer, mais ça va froisser leur ego, mais qui va investir 15 ou 20 euros dans un livre qu'il ne connaît pas, où il a juste la 4e de couverture, et d'un auteur qu'il ne connaît pas non plus? Pas moi. Et je suis pas le seul. Donc là, on met un extrait. Si l'extrait y plaît, le lecteur peut acheter le livre avec le lien Amazon qui est juste sous la vidéo ou à côté. Ça dépend sur quelle plateforme vous regardez cette vidéo-là. Voilà, l'univers de l'auteur, quels sont les autres projets d'écriture? Et déjà, j'ai encore un paquet de livres d'un fantôme dans le placard à écrire, puisque à l'heure où je fais cette vidéo, j'en suis à écrire le 5e livre. Je vous rassure, hein, ça va assez vite, hein, puisque là j'ai écrit quand même déjà 6 livres depuis le mois de janvier, et on est au mois de mai. Donc pour vous donner un ordre d'idée, j'ai écrit 6 livres en 5 mois. Donc je ne doute pas que les autres arriveront assez rapidement. Les autres projets d'écriture, donc tout cela, et probablement d'autres qui viendront se greffer au milieu, puisque depuis que j'ai commencé cela, j'en ai écrit d'autres qui n'avaient rien à voir avec ça. mais c'est pas grave, de toute façon, vous les retrouverez sûrement dans d'autres vidéos sur le site Le Découvreur de Livres. Si je pouvais discuter avec un auteur célèbre, ou quel livre et auteur recommanderais-tu? Quel livre ou auteur recommanderais-tu? Honnêtement, pour le moment, c'est les premières vidéos que je mets sur le Découvreur de Livres, donc je vous incite à aller parcourir tous les livres des autres. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton découvrir qui va relancer le carrousel de livres et vous en proposer d'autres au hasard. Et je suis certain que vous trouverez quelque chose qui vous intéressera dedans. Donc, si je pouvais discuter avec un auteur célèbre qui... je sais pas. J'aimerais bien discuter avec Flaubert, honnêtement. Ça peut paraître un peu bizarre, mais j'aimerais bien voir ce qu'il dirait dans la vraie vie et comment il le dirait. Après, peut-être que je serais déçu. Quel type de lecteur aimerais-tu toucher? Moi, là, pour le moment, la série Un fantôme dans le placard s'adresse majoritairement aux femmes de 18 à 35 ans, mais j'aimerais bien toucher le plus de monde possible, parce que moi, par exemple, j'ai 52 ans, j'adore les comédies romantiques, et je suis un homme, et c'est vraiment un monde que j'aime, et donc j'aimerais toucher tous ceux qui pourraient aimer ces univers-là. Si ton livre devenait un film, qui verrais-tu dans le rôle principal?
Alors là, aucune idée, hein, je ne sais pas du tout. Et si tu pouvais partager un café avec un de tes personnages, ah bah avec Eva, évidemment, sans problème, j'aurais sûrement des tas de choses à lui demander, des tas de choses à lui dire. Et conclusion, un dernier mot pour ceux qui nous regardent et qui aiment la littérature. Ah bah alors là, c'est très simple. Achetez mon livre, mes livres, et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir tous mes collègues écrivains, écrivaines, tous ceux qui font des albums jeunesse, tous ceux qui font de la bande dessinée, tous ceux qui sont sur le site du découvreur de livres. Allez voir tous ces petits auteurs qui, j'en suis certain, il y en a vraiment plein qui méritent d'être connus, d'être vus, d'être lus. Et puis partager aussi le site Le Découvreur de Livres pour que d'autres personnes qui n'écrivent pas puissent venir lire et découvrir aussi les livres des autres. N'oubliez pas que si vous voulez qu'on lise votre livre, ben, il faut aussi lire ceux des autres. C'est comme ça, on est ensemble, on est nombreux, très nombreux, hein, puisque même certains disent que en France, il va bientôt y avoir plus de gens qui écrivent que de gens qui lisent. Mais je suis persuadé que tous ceux qui écrivent lisent aussi. Donc, voilà, ce que j'aimerais dire à ceux qui aiment lire, c'est aller lire aussi tous les petits auteurs que vous allez trouver dans le découvreur de livres. Ne vous contentez pas des grosses têtes d'affiche, même s'ils ont un énorme talent pour certains. Voilà, mais ça c'est un autre débat. Sur ce, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis à très bientôt pour une autre, pour d'autres livres ou pour une autre série. On ne sait jamais. Voilà. À bientôt.